Après New York, c'est sur le plateau de la rue Pasteur que nous nous retrouvons pour ce journal du lundi 6 février qui vous est présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, pour commencer, François Fillon qui s'explique lors d'une conférence de presse. 15 jours après les révélations du canard enchaîné et le candidat Les Républicains à la présidentielle, François Fillon tente une opération vérité lors d'une conférence de presse filmée. Un cambriolage qui tourne au meurtre, camouflé par un incendie, une affaire jugée toute la semaine aux assises de la Sarthe. Désertification rurale avec la fermeture programmée du bureau de poste d'Ivry-l'Évêque. Cela provoque la colère d'un collectif de riverains. Enfin, nous chausserons Santiago et Stetson à la fin de ce journal. Retour sur la première édition d'un salon country au Mans. L'invité de ce journal ce soir, c'est Jean-Claude Carville, le porte-parole du collectif Bénère Un Autre Avenir. Nous ferons le point avec vous sur le dossier juridique des opposants au projet de zone commerciale prévu au niveau du rond-point de Bénère. Mais on ouvre ce journal, comme je vous le disais, sur la tentative d'explication du candidat Fillon à la présidentielle. Et ses excuses aux Français pour avoir employé sa femme et ses 2 enfants. Selon ses propos, tout cela était bien légal. Il confirme que Pénélope a été son assistante parlementaire ainsi que celle de Marc Joulot, son suppléant à l'Assemblée nationale. Il se dit aussi victime d'un lynchage médiatique et se dit enfin prêt à aller jusqu'au bout de cette présidentielle pour la gagner. On l'écoute. Ce ne sont pas les sondages qui me feront changer d'avis en quoi que ce soit dans la décision que je viens de prendre. Non, madame, rien ne pourra me faire changer d'avis. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Une affaire aux assises de la Sarthe maintenant. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2014, un cambriolage tourne au drame dans la commune d'Écomois. Toute cette semaine, le président et les jurés du tribunal du Mans vont tenter de comprendre comment les faits se sont déroulés. Mathias Hubert a assisté à ce premier jour d'audience. Il s'agissait pour la Cour, lors de cette première journée de procès, de déterminer la personnalité des différents accusés. 2 hommes tout d'abord accusés de vol avec violence ayant entraîné la mort et de dégradation de biens d'autrui. Et puis la mère de l'un d'entre eux, issue de la communauté des gens du voyage, c'est elle qui a parlé à son fils de se retraiter et de sa présumée fortune cachée. On lui reproche en fait une complicité dans les faits de vol avec violence ayant entraîné la mort et une complicité par fourniture de renseignements et d'informations. Plus précisément en fait avoir fourni des informations sur le lieu de vie de la victime afin que Joachim, son fils, et M. Pochet en fait puissent s'y rendre. À aucun moment on ne lui reproche d'avoir incité son fils à commettre en fait les faits de vol. Une batterie d'experts, psychiatres et psychologues ont été entendus par la Cour. Concernant les 2 principaux accusés, ils retracent des parcours de vie particulièrement difficiles, des violences extrêmes durant l'enfance pour l'un d'entre eux, des scolarités décousues. Si aucun ne présente de pathologie mentale, tous 2 possèdent, selon les experts, des personnalités transgressives, impulsives, dangereuses. On écoute la psychiatre d'un des accusés. C'est un garçon qui présente des troubles de type psychopathique, qu'on appelle aussi des sociopathes, c'est-à-dire des gens impulsifs, facilement agressifs, et qui n'ont pas de mise à distance par rapport aux faits et qui souvent passent à l'acte sans vraiment réfléchir. Pour l'avocat de la partie civile qui représente les frères et sœurs du défunt, ces phases de compréhension sont essentielles à un procès en assises. C'est important de savoir, bien sûr, pourquoi, dans quel contexte les choses se sont passées, mais aussi quels ont pu être les derniers instants de quelqu'un qui était cher. Je crois que c'est important pour la compréhension, pour la mémoire et pour effectivement pouvoir réaliser enfin son deuil. Moi, les 2 choses que je retiens malheureusement, les débats le démontreront ultérieurement, c'est la détermination des auteurs de ces faits, détermination avant la commission des faits, malheureusement détermination dans la commission des faits, et peut-être après, le 2e élément, c'est une certaine forme de détachement par rapport à ce qui s'est produit et par rapport à la disparition dramatique de cet homme. Le procès des 3 accusés va durer jusque ce vendredi à la cour d'assises du Mans. Parlons sport et plutôt basket maintenant avec cette annonce de fin de partie pour Herman Kunter, l'entraîneur du MSB. Absolument, c'est officiel depuis ce lundi après-midi. Le MSB a décidé de se séparer de son entraîneur en place depuis 2014 après une défaite cinglante contre Strasbourg, 92-63 samedi soir. Son adjoint Alexandre Ménard va prendre les commandes de l'équipe jusqu'à la fin de saison. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'un entraîneur est limogé en cours de saison. Les mauvais résultats en Pro A ces dernières semaines avec 4 défaites en 6 matchs et l'échec à se qualifier en Leaders Cup ont eu raison de cette collaboration.
On ouvre une page sociale maintenant avec la fin de la grève chez Devilliers à Roazé-sur-Sarthe. Après un bras de fer de quelques jours avec leur direction, ils ont obtenu 20 000 € de prime de licenciement. L'entreprise spécialisée dans la plasturgie doit fermer ses portes fin mars pour raisons économiques. Mais d'après les syndicats, le groupe s'avère rentable et il avait les moyens de proposer plus de 7 000 € de prime à ses salariés licenciés, ce qui correspondait à la première proposition. Et puis du côté d'Allonnes, on apprend que NTN investit et recrute. Rappelons que le site d'Allonnes produit des transmissions pour l'automobile. Dans un communiqué, la CGT indique que la direction investira 5 millions d'euros dans une nouvelle ligne de peinture pour la production d'ensembles destinée à la marque allemande BMW. Une vingtaine d'emplois pourraient être créés. Un nouveau bureau de poste est menacé en périphérie du Mans. Il s'agit de celui d'Ivray-l'Évêque. Pour la Poste, la fréquentation ne se justifie plus. Des Ivréens ont lancé une pétition et se sont rassemblés samedi dans le centre de la commune pour demander le maintien du service. Michael Texier. La fierté du collectif, elle tient en quelques pages, mais en milliers de signatures. En 15 jours, on a récolté plus de 1500 signatures maintenant, et ce qui n'est pas rien. Et elles sont toujours à disposition des habitants de la commune d'Ivray-l'Évêque. Elles sont encore chez les commerçants et tout. La demande des Ivréens est sans équivoque. On demande le maintien du bureau de poste en tant que tel. Il est hors de question d'accepter une agence postale communale ou un relais poste chez un commerçant. On veut le conserver tel qu'il est et géré par la Poste et avec du personnel de la Poste. Ils étaient 200 au plus fort du rassemblement ce samedi matin à dire non à la fermeture programmée du bureau de poste d'Ivray-l'Évêque. Un bureau situé en contrebas de la place de la mairie, ouvert 6 jours sur 7 et qui ne désemplit pas selon les Ivréens. La Poste, elle, juge qu'il n'est pas assez fréquenté. C'est complètement faux. Ils donnent de fausses informations. Nous, on a des informations aussi assez précises. Il faut savoir que Ivray, c'est 80 personnes par jour. Et le seuil de rentabilité, on est très au-dessus. Donc il n'y a aucune raison de fermer la Poste. Le bureau de poste d'Ivray s'ajoute à la liste de ceux qui sont fermés ou menacés de fermeture dans les petites communes de la grande périphérie mancelle. Certains services ferment, comme on vient de le voir à l'instant, alors que des commerces ouvrent. Et ça, c'est pas du goût de tout le monde, comme nous allons le voir évidemment avec l'invité du journal. Jean-Claude Carville, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du collectif Bénère Un Autre Avenir, que l'on connaît depuis plus de 2 ans maintenant. Mercredi soir, le 8 février, ce mercredi, vous organisez une réunion publique salle Charles Trenet, quartier Gazonfier, à 20h30, pour faire le point sur le dossier juridique du projet. Vous, les opposants, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors on en est où? Après l'enquête publique qui a eu lieu en juin 2016, enquête publique unique, permis d'aménager, loi sur l'eau, la commission d'enquête publique a rendu son rapport le 19 août. Suite à ça, la mairie du Mans et la mairie d'Ivray-l'Évêque ont signé les arrêtés concernant les permis d'aménager le 18 octobre. Et la préfète a signé l'arrêté d'autorisation de loi sur l'eau le 25 octobre. Vous avez déposé un recours contre Nous avons déposé un recours contre le permis d'aménager puisque le délai de recours est de 2 mois. Nous l'avons déposé le 15 décembre. Et concernant donc la loi sur l'eau? Concernant la loi sur l'eau, le délai est 1 an. Le recours est en cours de rédaction. Mais nous avons déjà un élément essentiel comme argument dans ce recours loi sur l'eau. Alors justement, c'est tout l'enjeu de la question de la loi sur l'eau, c'est vraiment l'enjeu crucial pour lui, pour vous, fondamental. Oui, je pense que si on peut arrêter le projet, c'est sans doute grâce à la loi sur l'eau. Et un point très fort dans ce dossier, c'est l'emplacement du site, du site de la zone commerciale, en amont de la prise d'eau de l'Épau qui alimente le Mans Métropole de 100 000 habitants. La problématique aujourd'hui en justice, c'est la question de la preuve. Vous êtes en train, vous, de constituer des preuves qui pourraient abonder à aller dans votre sens? Bien. Pour l'instant, l'avocat est en train de rédiger et effectivement, il a trouvé que dans le dossier, il y avait une violation du code de l'environnement par rapport à la protection des réserves, à la protection d'eau potable de la ville. Des réserves d'eau. Et qu'avec ce projet, on a des risques de pollution
et risque de polluer, puisqu'il va y avoir des stockages de carburant, et s'il y a une protection sévère, on peut se retrouver avec 2 ou 3 jours sans eau potable distribuée au Mans. Alors vous organisez également un rassemblement samedi 11 février, rond-point des Fontenelles, en face du grand hypermarché Leclerc que l'on connaît, à partir de 14h30. Pourquoi à cet endroit-là précisément ? Bien, oui, c'est pas la première fois, hein, ça sera la 3e fois qu'on organise un rassemblement au rond-point des Fontenelles, en face le Leclerc donc des Fontenelles, puisque c'est le propriétaire de ce Leclerc qui est le porteur de projet de la zone commerciale de Bénère. Alors Claude Hervé, pour ne pas le citer, oui. Il ne s'en cache pas, il l'a dit dans les médias, ici même à plusieurs reprises, rien ne l'arrêtera concernant ce projet. Vous croyez encore en vos chances, vous ? Eh bien, si au tribunal administratif, la réglementation en cours concernant la protection de l'eau, la protection de l'environnement, les règles d'urbanisme sont respectées, si le tribunal administratif fait appliquer les différentes réglementations, normalement, le projet ne devrait pas se faire. Merci Jean-Claude Kerville d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif Bénère Un Autre Avenir. Et pour les gens qui voudraient avoir des informations, vous avez une page Facebook officielle, oui. Bénère Un Autre Avenir officiel, tout simplement. Merci. On va passer à un sujet plus léger maintenant, oui. Puisque c'était une première au Mans, un salon country qui a rassemblé, semble-t-il, des milliers de danseurs. Absolument, le salon était auparavant en région parisienne, il s'implante au Mans, un week-end test réussi pour les organisateurs, au vu de la fréquentation de la rotonde du parc des expositions, plus de 5000 personnes. Le salon pourrait bien revenir les années suivantes, découverte avec Michael Texier. Première impression ici, ce sont les habits du quotidien, le déguisement. On va pas s'habiller en pêcheur sur une moto ou sur un trike, quoi. Donc on est dans l'ambiance. Deuxième impression, le monde. Inimaginable pour un étranger de la country d'envisager autant de danseurs sur le parquet. Il y a autant de monde, peut-être un petit peu moins que la jauge parisienne, mais il faudra 2 ans, voire 3 ans pour revenir sur la jauge parisienne. Mais on a peut-être un peu moins de Parisiens, mais on a pu accueillir sur cet événement tous les gens de la Mayenne, de la Sarthe, enfin tout ce côté l'Ouest français, qui pour certains n'étaient jamais venus à Cergy. Scrupuleusement alignés, ils égrènent les pas de la chorégraphie annoncée par le DJ. On est passionnés, on aime ça, ça rend vivant. La danse, troisième surprise, ne vient pas du fond des âges du Far West, mais est bel et bien contemporaine. Démonstration avec près de 100 danseurs mayennais. Chaque musique a une chorégraphie. Et tous les ans, les chorégraphes écrivent des nouvelles danses. Et donc, on renouvelle continuellement. Il y a des classiques qu'on retrouve régulièrement, mais vous avez des nouvelles chorégraphies tous les ans. La danse, bien sûr, au cœur du salon, moment attendu. Et la quatrième surprise, le cours de Martine, une célébrité de la country grâce à sa chaîne YouTube. Ses tutos sont vus des milliers de fois. Tous les jours, les artistes sortent de nouveaux morceaux et on est toujours à l'affût justement pour écrire une chorégraphie qui fera le buzz, qui plaira aux danseurs. Comme une seule entité, la foule bouge au rythme des conseils et des pas de Martine. Succès oblige, il n'y a plus aucune place sur le parquet. C'est un peu plus loin dans les travées que ce groupe suit le cours. Vous l'avez même pas vu faire et puis vous savez en fait. Juste avec les noms des pas. C'est ça le plaisir à prendre là. Oui, bien sûr, on vient pour ça. Plaisir partagé donc par tous ces danseurs et fondus de western venus de tout l'ouest de la France. Le rendez-vous a trouvé tout de suite ses marques pour sa 10e édition, mais sa première au Mans. Reportage impressionnant signé Michael Texier ça sur vous une plaît, idée. Les Santiago, je parie. Hein. Sur une idée de Laure Gérard, parce que vous, ça vous plaît, ça c'est sûr. Oui, beaucoup, j'adore ça. Le Stetson me fascine totalement. C'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo suivie de Face à la rédaction, où on va parler d'un colloque intitulé École et ruralité qui va se tenir dans 2 jours à Rouillon. Juste après la météo. À tout de suite.